Bonjour, appel au dialogue national, ça se passe au Bénin et il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, car vous êtes, mesdames, messieurs, bien sûr, sur votre émission débat 100% Bénin. Le dit appel, maintes fois lancé pratiquement en fin de mandat du président Thomas Boniayi par plusieurs leaders politiques, mais en vain, aura été réitéré au lendemain de l'élection du président Patrice Talon. Quelques semaines seulement après son investiture, le Parti communiste du Bénin, PCB, a embouché la même trompette. Mais là encore, sans succès. Mais 16 mois après son élection, la préoccupation revient avec insistance. Cette fois au travers d'une lettre intitulée « Gouvernance du président Talon et du gouvernement de la rupture ». Lettre portant la signature du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique, une ONG panafricaine non partisane. Mais pourquoi cet énième appel au dialogue national pour un pays qui n'est sorti ni de guerre ni d'un conflit armé? C'est la grosse interrogation, mesdames, messieurs, autour de laquelle se fera le débat du jour. Thème au menu, appel au dialogue national au Bénin. Quelle urgence à César, ce qui lui revient. Nous aurons donc sur ce plateau, il est déjà confortablement installé. D'ailleurs, l'homme qu'il faut pour porter la voix de qui il faut. GERDES Afrique, c'est de ça qu'il est question. Donc son président avec nous déjà pour nous expliquer la portée de cet énième appel qui vient non des couvents politiques, mais plutôt d'hommes de la société civile très avertis des questions démocratiques. Maître Sadiq Walao, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. Oh, c'est à la fois un devoir et un plaisir. Sachez que le plaisir est partagé. En face de vous, ce matin, pour le débat, un autre acteur, mais lui, politique, Gilbert Kwesi, c'est son nom, responsable relations extérieures du PCB, Parti communiste du Bénin. Il est également membre du comité du suivi du FSP, Front du Sursaut Patriotique. Gilbert Kwesi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. La nouvelle, elle fait grand bruit depuis le 15 août. Le gouvernement Talon doit s'engager, dit-on, dans la voie d'un dialogue national sans exclusive pour sauver le Bénin et sa démocratie. Ainsi a eu à conclure GERDES Afrique sa récente lettre en date donc du 15 août adressée à l'Afrique et au monde entier au sujet de la gouvernance du président Talon et celle de son gouvernement. Depuis, ils sont nombreux à se demander ce qui se passe réellement au Bénin. La question, j'ai envie de la poser à qui de droit, avec le président du GERDES. Mais d'abord, je me retourne plutôt vers Gilbert Kwesi. Gilbert Kwesi, vous ne vous demandez pas ce qui se passe au Bénin parce que vous y êtes, vous le vivez, vous dénoncez. Mais cette lettre, une fois atterrie sur la table du Parti communiste du Bénin et au niveau du FSP, le Front du Sursaut Patriotique, quelle est la lecture que vous en avez faite ou plutôt quelle a été votre réaction? Ah mais nous, c'est un sentiment de joie. De joie? Oui, parce que... Non, dites d'abord, vous avez lu intégralement cette lettre? Bien sûr. Et un sentiment de joie? Bien sûr. On veut savoir pourquoi. Parce que, effectivement, depuis le 15 août 2015. 15 août 2015. 15 août 2015. 15 août 2017, il y a une lettre. Allez-y pour votre histoire du 15 août 2015, 2 ans en arrière. 2 ans en arrière, après les élections législatives et communales de 2015, qui se sont déroulées dans une ambiance de distribution d'argent, de gabegie. Et tout le monde a vu qu'à la fin du mandat, à la fin des 10 ans du président Boniayi, rien n'allait dans le pays. Et ces 10 ans de mandat du président venaient après 10 ans du mandat du président Kérékou. Si vous vous rappelez bien, en 2006, quand il venait de terminer les 10 ans de son mandat et qu'il voulait modifier la constitution pour rester, tout le monde s'était soulevé contre le président Kérékou. Et c'est pour cela que le président Yahi est venu, il a dit qu'il va faire le changement. 10 ans après, les Béninois voyaient que ça n'allait pas. Et c'est pourquoi nous autres, effectivement au Parti communiste, le comité central s'est réuni pour dire non, on ne peut pas continuer comme ça. Que le renouveau démocratique a atteint ses limites. Et qu'il faut qu'on s'asseye. Il faut que le peuple, que tout le monde s'asseye pour redéfinir les bases d'un nouveau vivre ensemble. Parce que ça, on ne peut pas continuer à ce que ce soit l'argent
qui décide. Parce qu'on est dans l'impunité, vous volez pour vous faire élire député, et vous allez au Parlement pour vous faire protéger. Ça fait que, si vous voyez donc au niveau du Parlement, c'est beaucoup de gros douaniers, des anciens ministres qui ont volé, qui se font protéger, des truands, qui ont des problèmes avec la justice. Donc ce système-là, nous avons dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut effectivement qu'on puisse s'asseoir. Et ça, c'était le 15 août 2015. Nous avons continué à le dire. Vous venez de rappeler tout à l'heure qu'après l'élection du président Patrice Talon, nous avons dit non, que ça ne va pas parce que dès décembre, nous avons dit on a affaire à un autocrate. Et en fait, l'appel que nous avons lancé, c'était une petite parenthèse. Le président Talon, lui, il s'est opposé, effectivement, à ce que nous... Alors que certains de ses ministres, comme Bio Tchané, étaient pour les assises nationales. Lui, il s'est opposé parce que, effectivement, il voit que les assises nationales ne l'arrangent pas. Et depuis là, nous voyons que les choses continuent à s'aggraver. Nous avons une mafia qui s'est emparée du pays. On a un gouvernement qui ne gouverne pas et un groupe de 3 personnes qui imposent sa loi à tout un pays. Ça ne peut pas continuer. Et c'est en cela que nous ne pouvons que nous réjouir que des personnalités de la société civile, des organisations comme le GRDS et d'autres. Parce que en temps, je dois rappeler que beaucoup de gens nous ont rejoints au niveau du Front pour le socio-patriotique, comme le FCBE, le PLP et d'autres partis politiques. Donc, Nous comprenons les motifs de votre joie, mais permettez, avant qu'on évolue, que je pose maintenant la question au président du GDS Afrique, qui sont nombreux à se demander effectivement que se passe-t-il au Bénin. Pourquoi cette lettre, à la limite, permettez l'expression incendiaire. J'accuse. C'était le mot. Bien, ce n'est qu'une apparence, que de dire que c'est une lettre incendiaire. Parce que si je devais retrouver l'intégralité de ma liberté d'expression, j'aurais dit plus et j'aurais dit pire. Vraiment. Et j'ai mesuré mes mots dans cette lettre, qui est donc le moindre mal. Dans la forme, pas une lettre personnelle, vous vous en rendrez compte. Cette lettre d'accusation est co-signée par le GRDS Afrique et d'autres GRDS nationaux, un certain nombre, y compris Human Rights Africa du Nigeria, qui assure l'intérim du GRDS au Nigeria. Donc ce n'est pas simplement une lettre béninoise. La lettre a été rédigée en anglais et en français pour servir le Bénin, l'Afrique et le monde. Et vous constaterez, non seulement que c'est écrit en anglais et en français, vous constaterez que ce qui est dit dans cette lettre n'est que, disons, la consécration du ras-le-bol. Nous avons toujours déploré la manière dont le nouveau départ gère le Bénin comme une boutique personnelle. Et une boutique personnelle. Et je vous dis, comme un pays ramené à une boutique. Je vous assure, demandez à ceux qui sont au Trésor et au ministère des Finances. Demandez, regardez la manière dont certaines entreprises publiques ont été liquidées comme s'il s'agissait d'affaires personnelles. Regardez comment le port est aujourd'hui géré. Regardez comment le PVI est revenu sur le tapis. Alors que le PVI dont on parle, on dit que certains tribunaux l'auraient remis. Lorsqu'on se fait indemniser, bien qu'on ait prévu de ne pas se faire indemniser, et qu'on va reprendre le PVI, alors que le juge qui a rendu cette décision lui-même a été sanctionné et limogé par les ministres africains à cause de ce que l'on sait. Comment? Je vous dis, cette lettre, si elle devait contenir tous les ressentiments et toutes les vérités qui ruinent le Bénin et le peuple béninois, mais je ne sais pas si vous aurez appelé ça un incendie, ce serait peut-être la terre brûlée. On n'a pas voulu le faire. Et les choses sont si graves que, avant d'attendre que ne se produise un incendie sur le terrain, parce que
Si ça continue comme ça, c'est le peuple qui va descendre dans l'arène. J'imagine. Et avant, pour l'éviter... Ceux qui vous écoutent et nous suivent actuellement se demandent de quoi parle concrètement le président du GDS Afrique. C'est vraiment la question de plus d'un. Ça ne va pas si le GDS Afrique accuse. Accuse réellement de quoi? Le Bénin, comme nous le disons en introduction, n'est pas un pays sorti de guerre, ni un pays sorti de conflit. Concrètement, à quoi faites-vous allusion? Mais écoutez, quand vous me dites que le Bénin n'est pas un pays sorti de guerre, c'est vrai, non? Ça me fait un peu rire. Nous sommes sortis de guerre lorsqu'on casse les biens des particuliers, lorsqu'on les saisit sans décision de justice, lorsqu'on se permet, au lieu de faire des audits publics crédibles, de faire des audits sélectionnés par des entreprises qui sont sensibles aux intérêts financiers, on vous appelle ça des audits, mais qui ne sont pas contradictoires et qui entraînent certains devant la justice et qui obligent certains à se taire. Vous dites on n'est pas sorti de guerre. Vous croyez que si on casse, comme on a cassé à Cotonou, des gens qui ont des crédits auprès de la microfinance, que nous, avec nos terrains et d'autres personnes, on garantit, nous avons garanti ces prêts de microfinance, et qu'on est obligé de vendre les terrains que vous avez mis à disposition pour aider les parents, vous regardez tous les chantiers qui ont été cassés. Vous regardez les gens d'Adigoulé. Vous croyez que la guerre est pire que ça? Est-ce qu'on peut faire la guerre à son propre peuple? Mais ce qui se passe, c'est que ce régime a fait la guerre à son propre peuple. Ce n'est pas la guerre contre un pays étranger. C'est un régime qui fait souffrir son propre peuple. Si j'avais écrit tout ce que le peuple ressentait et ce que nous-mêmes Béninois nous ressentons, pas ceux qui vont à la caisse, hein. Qu'est-ce que ça signifie, aller à la caisse? Ah, vous savez ce que ça veut dire, aller à la caisse. Vous avez vu Mme Rosine Soglo, ce dont elle a parlé à l'Assemblée nationale, c'est pas la caisse, c'est pas le guichet normal de l'État, ça on l'appelle la caisse, et il y en a des tas d'autres. Même vos confrères journalistes, ils passent à la caisse. Vous me l'apprenez? Oui, je vous l'apprendrai, mais tout le monde sait dans la ville de Cotonou que les articles qui sont publiés et qui ne sont produits que là où vous savez, où les gens vont se faire payer sur des pelouses, sans aucune liste et sans aucun reçu, mais tout le peuple le sait. Ça dit quoi là? Vous parlez du Bénin actuel ou du Bénin d'il y a 20 ans? Vous croyez, vous ne vivez... Je vous pose la question. Le Bénin de 2017 que vous connaissez, je comprends votre neutralité. Mais la société civile est arrivée à un tel point avec ce que nous vivons qu'il faut dire la vérité pour que le monde entier le sache. Ça ne sert à rien d'aller se voiler la face ou d'aller se mettre dans un trou. Ce qui se passe au Bénin est horrible. Ce qui se passe, c'est horrible, parole du président du GDS Afrique. Le courrier, nous l'avons parcouru, présenté à trois grandes échelles, peut-on dire. D'abord, GDS Afrique, précis, j'accuse. J'accuse le gouvernement Talon de liquider la gouvernance locale. Gilbert Poissy, la gouvernance locale a été brandie il y a quelques années comme une vitrine pour le Bénin. Le Bénin en était à la phase expérimentale et il y a eu des acquis au fil du temps que d'autres pays sont venus copier. À la limite, aujourd'hui, GDS Afrique, noir sur blanc, écrit et signe, certifie le gouvernement Talon liquide la gouvernance locale. Ne le fait-on pas là, dans l'exagération? Il a dit que le Parti communiste s'est fait souvent la part des choses. C'est pourquoi je vous pose la question. Oui. Liquider la gouvernance locale. Il faut dire que, en ce qui concerne le problème de la gouvernance locale, le renouveau démocratique a déjà commencé à pêcher à ce niveau-là. La gouvernance locale telle qu'elle a été imaginée, ce n'est pas ce que nous, on avait pensé. Mais je ne veux pas insister sur ça. Oui. On parle de la liquidation de la gouvernance locale. Alors on est à l'ère du nouveau départ, c'est-à-dire faire les choses autrement, avec élégance. Le problème c'est quoi? C'est que déjà au niveau donc de cette gouvernance locale, les bases étaient faussées. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, les fonds FADEC, déjà au niveau de
de l'Assemblée sous le président Boni Yahi, il y a eu des audits au niveau des fonds FADEC. Et le président Yahi, je me souviens, a dit que si jamais on devait sanctionner tout le monde, que tout ça irait donc à volo. Le pouvoir actuel est en train de surfer sur cette situation en faisant en sorte, puisqu'il est dans une logique d'instaurer une véritable dictature dans ce pays. Donc, on se base sur les malversations au niveau de ces communes-là. On fait pression. Si vous êtes maire, vous êtes avec le pouvoir, on vous laisse en place. Si vous n'êtes pas avec le pouvoir, on cherche la petite bête pour essayer donc de vous enlever et de mettre des partisans là. Vous voyez Vous ne depuis... voulez pas dire aux téléspectateurs que quand bien même vous êtes avec le pouvoir et que vous faites mal, eh bien vous avez la caution du pouvoir. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe parce que si vous êtes un maire et que vous êtes avec le pouvoir, mais on ne vous dit rien. Si vous êtes un maire et que vous n'êtes pas avec le pouvoir, mais vous êtes enlevé, je ne vais pas citer les cas de maires enlevés depuis que le pouvoir là est là. Bon, pour la qualité que nous avons suivie, ce sont des conseillers plutôt qui ont parlé de malversation, et puis ils ont demandé à renouveler carrément la tête, les structures. Mais ça, c'est les tests qu'ils ont prévus, peut-être mal prévus, mais c'est les tests. Et ce sont les conseillers eux-mêmes qui ont donné de la voix. Vous trouvez le pouvoir où dans ces... Bien sûr. Je crois que M. Alao a dit tout à l'heure qu'il y a la caisse. Vous savez comment on fait mouvoir les conseillers? On fait mouvoir les conseillers des intellectuels. Ça dit quoi là-haut? Non, il vous regarde, donc je reviens vers vous. Liquidation de la gouvernance locale. Qu'est-ce que le GDS Afrique veut insinuer par là? Je crois que si vous vivez au Bénin, vous devriez savoir que des maires qui ont été confortablement élus par une majorité, en moins de 2 ans, des fois en moins d'1 an, tout simplement parce qu'on les soupçonne d'être des insoumis, la majorité change brutalement au niveau du conseil municipal. Je vais vous dire. Vous allez me dire, mais votre expression me surprend, et j'imagine, surprend aussi les téléspectateurs qui ne peuvent malheureusement pas intervenir. Insoumis, on est à l'ère de l'esclavage. Je ne sais pas c'est quoi ce mot insoumis. Dans un régime démocratique, et jusqu'à preuve de contraire, le Bénin n'a pas changé de statut. Je répète, les maires insoumis. Vous avez entendu le chef de l'État dire lui-même une fois, publiquement, que dans de nombreux pays, il y a des conflits entre la tête de l'exécutif et la tête de certaines grandes villes. C'est vrai. Il a dit publiquement. Et que lui, il voudrait pas que ce genre de choses existe. Ce n'est qu'après ces déclarations qu'on a commencé à voir des membres des conseils municipaux se mettre à critiquer et des préfets qui s'excitent pour faire en sorte que les conseils municipaux débattent de soi-disant problèmes qui ne sont pas incriminés. Les gens ne sont pas poursuivis, il n'y a pas eu de dépôt de plainte, mais on constate, et avec la presse écrite, je dis bien manipulée, et qui passe à la caisse, des articles annoncent que tel maire est en difficulté avec son conseil. Moins de 2 semaines après, les choses se passent comme elles se passent à tour de rôle. Le maire est mis en minorité, il est suspendu, et finalement, c'est un autre maire qu'on est mis à la place. Et quand on regarde bien, et quand on écoute ce que les gens disent, ces maires, ces membres des conseils municipaux ont été reçus et préparés par d'éminentes personnalités, pour ne pas dire sensibilisés. Et les votes se passent comme ça. Donc, ça c'est un premier point. Quand je dis les majorités qui changent brutalement,
Ces majorités sont nombreuses. Prenez le cas de Ouida. Demandez au maire de Ouida ce qui lui est arrivé. Il a plus d'informations que moi. Oui. Il me semble, j'y vais quoi. Non, je vais ajouter Oui. un exemple. Vous prenez la commune de Tovikli, dans le Koufou. Dans cette commune, il y a eu un concours frauduleux. La jeunesse de cette commune a manifesté, a fait 3 fois de marche contre le maire qui est là. Dernièrement, 13 conseillers ont écrit une lettre qu'ils ont déposée à la préfecture pour dire que le maire là, c'est un corrompu. Il faut le changer. Depuis là, plus rien ne passe. Pourquoi? Parce que selon les informations, le palais est intervenu. Parce qu'un temps, ce maire-là, pour se protéger, et c'est cela, on va peut-être arriver tout à l'heure à l'impunité, pour se protéger, ce maire-là s'est rapproché du palais et s'est rapproché du maire de l'aile PSD d'Amoussou Bruno, qui, comme vous le savez, est proche du palais aujourd'hui. Et depuis là, des pressions se font pour que les conseillers là, qui ont déposé cette lettre à la préfecture, normalement le préfet, à partir du moment où 13 conseillers sur 17 déposent une lettre pour dire qu'il faut changer le maire. Normalement, les choses doivent aller rapidement, mais les choses traînent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a interviewé au haut niveau pour dire il faut faire attention, alors que vous avez cette petite mairie de Tovikli là, où on a acheté une voiture à 50 millions il y a 5 ans pour le maire. Le nouveau maire qui est arrivé a acheté une voiture à près de 50 millions aussi. Je ne sais pas si vous changez vos voitures tous les 5 ans, 50 millions. Voilà les choses qui se passent. On va la suivre si ça se passe. Mais attention, quand je vous parle de la gouvernance locale qui est liquidée, elle est liquidée pas seulement à travers les hommes. Et à travers quoi d'autre? À travers les tests. Prenez, sans vouloir défendre quelques maires que ce soit, prenez la manière dont le maire de Cotonou a été suspendu puis révoqué en un clin d'œil. C'est appelé un clin d'œil. Vous avez à peine le temps de fermer vos yeux, de les ouvrir, on a déjà suspendu et révoqué. Au mépris de tous les tests qu'on a essayé de mettre sur pied pour essayer à la fois de protéger le peuple et de protéger les maires. Je ne veux pas entrer dans les détails de ce qu'on peut reprocher. Vous parlez de violation des tests. Mais systématique. Comme si ce monsieur en savait trop, comme si on ne voulait pas le voir quelque part. Mais écoutez, dans toute situation, si l'on vous accuse de quelque chose, on vous donne le temps et l'occasion de répondre. C'est ce que les textes ont prévu. Lui ne l'a pas eu. Non seulement il ne l'a pas eu, mais l'organe qui est chargé de l'écouter et de faire des recommandations, cet organe lui-même a plaidé pour qu'on lui donne le temps de s'expliquer. L'organe n'a non plus été écouté. Non seulement n'a pas été écouté, mais n'a fait aucune recommandation. Ça veut dire que le monsieur est suspendu sans que l'organe qui doit recommander sa suspension. Il est suspendu alors sur quelle base? Ah, c'est le ministre de l'administration territoriale, seul qui pourra l'expliquer, et ceux qui l'ont révoqué, le Conseil des ministres. Tout ça est totalement illégal. C'est-à-dire que l'exécutif béninois ne reconnaît pas les textes sur la décentralisation. Et quand je parle de liquidation, le mot n'est pas trop fort. Si l'exécutif ne reconnaît pas les textes du Bénin, qui sera chargé de reconnaître ces textes? En tout cas, pas des étrangers. Donc, parlant de cette gouvernance locale, vous êtes allé un peu loin. Et là, je voudrais écouter M. Gilbert Kouassi, qui est avec la population en permanence, de par son profil. Je cite, « La misère a même été érigée par le gouvernement en mode de gouvernance. Les Béninois ont peine à s'offrir 2 repas par jour. » Gilbert Kouassi, là, est-ce qu'on ne fait pas, honnêtement, dans l'exagération? Non. Non? Je crois que M. Alao a dit quelque chose tout à l'heure. Aujourd'hui, sans exagération, nous sommes dans un pays qui est comme sorti de guerre. Mais vous savez, les casses qu'il y a eu là, c'est pas à Cotonou seulement. Hein.
c'est toute l'étendue du territoire. C'est-à-dire que, sans plan préalable, sans penser à ce qui vient après, on a décidé de tout casser. Et les gens se demandent, mais on casse pourquoi? Il a dit tout à l'heure, mais les pauvres vendeuses, vous savez qu'il y a plein de gens qui se sont suicidés? Suicidés, vraiment? Il y a des gens qui ont fait des prêts à la banque, qui ne savent pas comment. Il y a des bonnes femmes. Vous savez que l'économie du pays repose sur l'informel des bonnes femmes et tout ça. Il y en a. Il paraît que le petit commerce joue un grand rôle dans l'économie béninoise. Mais bien sûr, donc, il y a des bonnes femmes qui ne savent pas comment payer les collages de leurs enfants. Parce qu'on a cassé. Sans savoir ce qu'on a mis derrière, on pouvait discuter avec les gens. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Si on vous enlève de là, qu'est-ce qu'on fait de vous? Parce que c'est l'État. Est-ce que c'est aujourd'hui, sérieux ou, je dirais, responsable de continuer par mener ce débat lorsqu'on a suivi ce même gouvernement désormais mettre en place les microcrédits aux plus pauvres avec la manière, s'il vous plaît, de 50, on est passé à 100 000 francs et bientôt plus. Oui, mais vous savez... Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle Non, mais le problème, c'est quoi? J'ai parlé tout à l'heure de la misère, de la détresse des gens. Vous savez que ce pouvoir, depuis qu'il est là, il a mis près de 65 000 fonctionnaires à la retraite. Je dis à la retraite, je dis à la retraite, c'est pas le bon mot. À la porte. Vous qui travaillez là, supposons que vous êtes de l'État, et on arrive, on dit, on va fermer votre télévision. Le gouvernement béninois, je ne crois pas, l'a fait une fois. L'équipe en place ne l'a jamais fait. Venir et dire, les travailleurs rentrez chez vous, on ferme. Ça n'a jamais s'est passé de la sorte, non? Vous voulez que je cite tous les organismes qui... Le dernier, c'est Libercom, où on a dit aux travailleurs, c'est terminé, maintenant, rentrez chez vous. Il y a plein d'organismes. Parlons de Libercom qui a, en tout cas, un projet visant à la liquidation. Pour le moment, ce qu'on a dit aux fonctionnaires, on arrête la société. Parce que la société qui va venir n'est pas obligée de reprendre ceux qui sont là. Vous savez qu'il y a plein d'autres structures. Ils sont présentement à la maison? Mais ils vont aller à la maison. Ils vont aller à la maison. Et vous imaginez des gens qui ont femmes, enfants, qui ont travaillé là pendant 15 ans, 20 ans, et on leur dit c'est fini. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Parce que quand vous, au niveau du Bénin, vous savez que c'est la famille élargie. Quand vous travaillez, vous nourrissez je ne sais combien de personnes. Mais le drame, c'est quoi? C'est que les gens qui sont là, qui font ça, pendant ce temps, eux-mêmes, ils s'empiffrent. Ils ramassent. Ils amassent. Ils ne pensent pas aux autres. Est-ce que le politique, là, n'est pas en train de surfer sur plutôt vos constats? Lui, il dit que les Béninois, on les renvoie sans contrepartie chez eux, les sociétés sont fermées. C'est de cela que vous parlez? Les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. Ceux qui sont à la maison ne sont-ils pas des gens dont les sociétés sont en difficulté et qui seront rappelés par la suite? J'ai suivi récemment que le gouvernement béninois est en train de lancer des concours, et ça aussi, c'est pour lutter contre le chômage. En dehors des microcrédits dont j'ai parlé, Maître Sadikwa là-haut. Déjà des réponses à la misère ambiante. Je suis sûr que notre émission ne permettra pas de dire toutes les formes de misère, mais il y en a. Il y en a. Et beaucoup. Lesquelles? Lorsque vous cassez, la majorité des personnes qui sont dans les formels, plus d'1 million, qui sont endettés, dont certains se sont suicidés. Vous attendez 8 mois pour dire que vous relancez la même chose. C'est quoi la même chose? Les boutiques cassées? De remettre encore du microcrédit sur les terrains. Mais faire autrement. Le gouvernement a dit, c'est autrement. Quelle est l'analyse qui a précédé les casses et le projet qu'on a fait, qu'on a soumis à tout le monde? Rien. Ceux qui se sont suicidés et qui sont au cimetière, va-t-on les réveiller pour leur redonner du crédit? Ceux-là, c'en est fait pour leur famille, c'en est fait pour leurs enfants déscolarisés qui rejoignent le village.
Donc il y a du monde au village actuellement. Ben, plusieurs. Il y en a qui dormaient dans leur kiosque et qui cherchaient à Tout le vendre. monde ne peut pas rester en ville. Oui, mais La nature fait ses choses aussi. ça, ce n'est pas la nature, c'est l'homme. C'est celui qui a été élu pour faire leur bonheur qui fait leur malheur. Si on leur avait dit que élisez-moi pour que je fasse votre malheur, mais le résultat aurait été différent. Pourquoi parlez-vous de malheur? Le gouvernement a dit que c'est pour donner à la capitale toutes ces valeurs de vitrine du pays. Et ça peut se comprendre, non? Non, vous avez suivi le gouvernement. J'espère que vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'une seule hirondelle peut faire le printemps. Ce pays est un pays qui a une culture, qui a une histoire. Si l'on veut reconstruire le pays, on doit le reconstruire avec ses habitants, leur manière de penser, leur culture et leurs aspirations futures. Aucun individu, aussi riche soit-il, ne peut pas penser qu'il incarne à lui tout seul le devenir de ce pays. Je mets quiconque au défi, quelle que soit sa fortune, de penser qu'il suffit d'être fortuné pour avoir la vérité, grand V. Non, nul n'est omniscient. Il faut que les gens apprennent à travailler avec les autres lorsqu'il s'agit du collectif. Si ce n'est pas une boutique que l'on essaye d'exploiter, qu'il s'agit du peuple béninois que l'on veut diriger, il faut travailler avec le peuple béninois, le consulter et l'associer. Deuxièmement, on a liquidé des entreprises et mis les gens au chômage en masse. Lorsque vous mettez 100 000 personnes au chômage et que vous décidez d'en recruter 50 ou 1000, vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez pas décapiter 10 000 personnes et dire que vous voulez en recruter 1000. Mieux, allez voir dans les entreprises les biens que possédaient ces entreprises. Ces biens n'ont jamais fait l'objet d'une appropriation orthodoxe. C'est-à-dire? Allez voir comment la Sonapra a été liquidée et les biens et engrais qui y étaient. Qu'est-ce qu'on a fait pour s'assurer que les biens qui étaient à la Sonapra ont été affectés à une entreprise qui a régulièrement reversé les produits de ces biens-là à l'État béninois? Non, rien n'a été fait. On a dit dégager et on s'est emparé de ce qu'il y avait en ces lieux. Sans compter que excusez-moi, maître, alors, sans compter que les mauvaises langues racontent que la liquidation de la Sonapra, c'est peut-être pour cacher des malversations qui ont eu lieu, pour ne pas laisser des preuves. Mais ça aussi, ça se dit. Comment Ça se dit transférer aussi. les biens de l'État, de la Sonapra, à des entités privées qui se trouvent être dans le giron du premier magistrat? Appelons les choses par leur nom. C'est un conflit d'intérêts. C'est clair. Et comment espérer que le monde entier ne va pas entendre ce message et poursuivre ceux qui se livrent à de telles pratiques? Pourquoi vous croyez qu'on poursuit la famille Bongo et autres ailleurs? Vous ne pensez pas que des organisations de la société civile au Bénin devraient mener ce combat pour que le monde entier le sache et que là où on va camoufler ces sous à travers des investissements puisse être demain poursuivi? On est dans le registre de bien mal acquis, là. Mais le GRDS Afrique veut informer le monde entier pour que des associations internationales lèvent le bouclier pour faire les poursuites. Et il faut que nous nous asseyions pour mettre fin à ça. On ne peut pas. D'abord, pour ce qui a été déjà fait, il faut remettre les choses en place. Et nous devons tous nous asseoir pour faire en sorte que personne au Bénin, que nous soyons vivants ou pas, ne s'amuse avec le patrimoine national et demain ne se livre encore à de telles pratiques. Sans compter. Oui. On a connu toutes sortes de régimes, mais on n'a jamais connu un régime qui, de manière ostensible, traite le pays comme sa boutique. Vous, le matin, le mot boutique est revenu plusieurs fois. Non, mais Oui, parce que, Gilbert, pour ajouter, parce qu'il faut savoir aussi qu'au moment où il cassait les petites gens, le président lui-même est parti acheter entre griffes
un domaine de l'État à près d'1 milliard. Je dis entre griffes. Je dis entre griffes. Ne sont pas Je dis, de vente. je dis entre griffes Oui. parce que moi j'ai la conviction et la certitude que notre peuple reprendra un jour ce domaine. Mais les domaines Et si d'État le président il fait des sont-ils travaux là-dedans, interdits c'est à ses risques et périls. Non. Pardon? Je peux vous, je peux vous répondre. répondre. Oui, oui, allez-y. Je maître. peux vous répondre. Oui. D'abord, il y a un grave délit d'initié. Qui a dit que le domaine est à vendre? Personne. Qui a fixé le prix? Mais écoutez, si l'État veut vendre quelque chose, il rend public qu'il veut vendre tel et tel bien. Et les individus qui sont intéressés s'offrent de l'acheter. Mais On met aux enchères. comment cet individu, aussi haut placé, a-t-il fait pour savoir qu'on voulait vendre un bien qu'on n'a pas mis en vente? Et n'ayant pas mis le bien en vente, on n'a jamais fixé une mise à prix. Je dis, ça, c'est un délit d'initié. C'est un bien qui doit revenir tôt ou tard dans le domaine de l'État. Si ce n'est pas une boutique, comment le premier magistrat peut se lever et dire, j'achète ceci qu'on n'a pas mis en vente? Mais dites-moi, si nous ne sommes pas en train de rêver, moi je connais le Bénin politiquement depuis 1963, parce que mon âge n'est pas dans les 50-60, c'est dans les 75 ans. Je connais le Bénin depuis 1963, depuis le coup d'État de Maga. J'ai jamais vu quelqu'un avoir une telle audace pour considérer les biens du pays comme ses biens personnels. Et vous dites que la lettre ou les accusations des GERDES Afrique et autres GERDES nationaux, c'est un peu fort. En quoi c'est fort? Alors, vous le comprenez, vous êtes en train d'apporter des éléments d'éclaircissement. C'est important à savoir. Dans cette lettre, GERDES précise, mentionne, j'accuse le gouvernement Talon de confisquer à son profit personnel l'économie nationale. Quoi si? Non, mais l'économie. L'économie nationale. On a parlé des biens, on peut comprendre, mais l'économie, mais c'est trop. D'accord. Vous savez, tout dernièrement, il y a une lettre du président Talon, ministre des Finances, qui a fait rire tout le monde. Une lettre du chef qui fait rire. Parce que... Non, s'il vous plaît, je ne veux pas vous heurter, mais à votre âge, on ne dit pas certaines choses. Oui. Comment une lettre du chef d'État peut faire rire? Oui, parce que il demandait au ministre des Finances qui lui serait parvenu qu'il y a des marchés de gré à gré qui se font dans certains ministères. Or, j'ai suivi la fois passée un débat que vous avez fait ici avec M. Laurent Métognon. C'est exact. Qui a montré comment, depuis que le pouvoir est là, c'est des trucs de gré à gré que le Conseil des ministres s'offre au chef de l'État et à son entourage. Cet entourage, parce que aujourd'hui, vous, je ne sais pas quel âge vous avez, si vous avez connu le pouvoir de Mathieu Kérékou, vous savez, dans ce pays, il y a eu un monsieur qu'on appelait monsieur Cissé. Il était malien, qui n'avait aucun titre officiel, même s'il avait un passeport du pour voyager, et qui pouvait téléphoner au ministre, c'est ceci, cela. Aujourd'hui, on a un Cissé, c'est Olivier Bocor. Le chef d'État a dit, c'est un ami, il n'est rien. Oh, il est de tout. Il téléphone au ministre. C'est à lui que le chef d'État a confié le truc, et c'est lui qui s'accapare tout au niveau du l'économie nationale. PVI. Vous savez que c'est lui. La gestion de la sécurité à l'aéroport. Vous savez que c'est lui. Mais et puis tant d'autres choses. C'est lui qui téléphone au ministre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a un opérateur économique qui s'est plaint la fois passée en demandant au président, nommez-le quelque part. Parce que j'en ai marre. C'est vrai. Mais donc c'est clair. Le PVI, c'est arrivé. Maître Alawa dit tout à l'heure. Parce qu'il avait. Parce que ce que les gens oublient. Oui. On avait condamné entre griffes l'État béninois à payer 100 et quelques milliards à M. Talon. Oui. Maître Alawa dit tout à l'heure, on sait les conditions dans lesquelles ceci a été fait. Le juge a été renvoyé. Et
Au deuxième tour, il avait signé avec les autres candidats qui ne reviendraient pas dessus. Il est revenu et a repris le coton. Le coton, il a tout repris. Il s'est servi lui-même. Le Et contenu on de le voit que cette ça. lettre est très dense, les 45 minutes ne nous suffiront pas pour y arriver, il ne nous reste que 5 minutes, mais je m'en 5 voudrais minutes. très rapidement de ne pas venir sur un palier que vous avez évoqué, très très important, parce que ça touche l'un des piliers de la démocratie béninoise. Il s'agit de la maison justice. Oui, il paraît, à travers votre courrier, on apprend que la justice béninoise est plutôt en danger. Maître Satikwa, là-haut, vous êtes avocat. Et là, ça fait sérieux et ça a donné des frictions. Ça, c'est la confession d'un confrère burkinabé après avoir lu votre courrier qui me le dit. En tout cas, prenez et jouez à fond le rôle qui est le vôtre, parce que j'ai l'impression que chez vous, ça ne va pas du tout de l'autre côté. Ça dit quoi là-haut? Que se passe-t-il à la justice? Le chef de l'État l'a dit. L'un des piliers qu'il va falloir revoir afin que le pays se porte mieux, c'est la justice. Il s'est engagé personnellement à travailler pour une justice plus libre, des hommes de droit plus responsables. D'accord, je vais vous parler de la justice avec toutes les réserves habituelles parce que je suis avocat. Oui. Mais je vous dirai d'abord que la confiscation de l'économie nationale, peut-être que mon ami vous a cité des choses, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la douane n'est pas le premier acteur en matière d'économie nationale. Jusqu'à preuve du contraire, c'est tout la douane. Non, c'est la douane, mais les activités de la douane sont exercées par Bénin Control. Et la douane est maintenant en deuxième position. C'est-à-dire que l'économie nationale, ce qui alimente l'économie nationale, tombe entre les mains de Bénin Control, un privé, pas n'importe quel privé, mais un privé directement lié au chef de l'État. Appelons un chat un chat. Mais on a entendu les douaniers dire que ce sont eux qui ont les gouvernements. Oui, mais entre le douanier est un fonctionnaire et son obligation de réserve, il dit ce qu'on lui dit de dire, mais ce qu'il dit en privé est différent. Écoutez les douaniers en privé si vous le pouvez. Aujourd'hui, c'est Bénin Control qui reçoit les sous et qui donne à l'État ce qu'il veut bien lui donner. Et l'État a signé avec Bénin Control, c'est-à-dire que la tête de l'État a signé un contrat avec sa propre tête. C'est-à-dire que on ne peut pas... C'est grave. Les ressources du Bénin, l'État a accepté de signer un contrat avec la tête de l'État pour recevoir les ressources du Bénin et reverser à l'État ce qu'il veut. Savez-vous que le chef de l'État, quand il part en mission, il ne part pas avec un responsable du ministère des Finances comme comptable public? Mais qui l'accompagne? Personne, alors que la pratique au Bénin, depuis des années, a bien voulu que les choses se fassent de cette façon. Nos finances sont gérées... Vous reviendrez là sur ce plateau. Mais on va rapidement, parce qu'on me fait signe de l'autre côté, 3 minutes. Oui, vous voulez dire quelque chose et ça dit quoi? Là, on va la parole et ensuite conclure. Non, mais parce que le problème, vous nous avez appelé. Oui, oui, oui. Pour qu'on vienne parler 45 minutes, allez-y. des assises, bientôt terminé. des assises nationales. Oui, des assises nationales. Quelle est l'urgence? Non, quelle urgence? Quelle urgence? C'est pourquoi on est en train de faire le décryptage des faits qui ont poussé. Oui, mais il ne faut pas qu'on parte sans parler de la nécessité, effectivement, aujourd'hui. Oui, alors, la justice. D'abord. Ok, allez-y rapidement. Je dis, pour ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour obliger la justice à interpeller des gens, alors qu'en temps normal, lorsque les audits sont des audits tout à fait contradictoires et que l'État se plaint d'un gestionnaire, la justice sera à l'aise. Mais on ne met pas la justice à l'aise. On lui présente des dossiers qui ne sont pas contradictoires et on lui dit d'agir. Et comme le ministère public n'est pas entièrement indépendant, même si les juges font des efforts énormes pour se démarquer du régime, ils font des efforts, il faut le reconnaître, mais la pression sur les juges est énorme. Prenez l'affaire de la cocaïne dans les conteneurs. Il y a eu des pressions? Mais pourquoi la Cour d'appel a été obligée de jeter tout ça aux autres? C'est parce que c'est des dossiers mal ficelés où l'on sent clairement la volonté de quelqu'un d'accuser ou d'empêcher les autres d'être des citoyens comme les autres et de se livrer à leurs activités comme le ferait n'importe quel particulier. Cette affaire de cocaïne
est une honte pour le pays, Votre c'est mot de une la honte fin, pour le port. on m'a dit qu'on a dépassé le temps. Oui, votre mot de la fin, très rapidement. Ce qui se passe nous fait honte. Nous espérons qu'il y aura une autre émission pour débattre de ceci. Mais Oui, pour le il y aura moment, une autre, oui. pour éviter que notre pays n'aboutisse à des actions violentes, il faut une nouvelle concertation nationale et afin que les choses soient remises en ordre. Merci. On ne Maître peut pas Sadiko continuer comme ça. Alao, oui, votre mot. Non. Moi, je dirais que il faut des assises nationales. Parce que le pays va droit dans le mur. Et ces assises nationales doivent avoir pour objectif de mettre fin à l'impunité ambiante. De faire en sorte que la gestion de la chose publique soit mieux contrôlée. De faire en sorte que le béninois puisse être le béninois à travers le développement de nos langues nationales. Le pouvoir vient de jeter encore quelque chose là, à savoir de faire l'anglais au primaire. C'est-à-dire le petit béninois, on lui impose le français et l'anglais, mais sa propre langue, Non. on n'en parle pas. Oui, on en parlera. Gilbert Kouessi, merci beaucoup. Sadiko Alao, merci aussi, mesdames, messieurs. Que vous dire si ce n'est un immense plaisir de vous savoir en notre compagnie en permanence pour le numéro 100% Bénin du jour. C'est tout, mais ce sera sur cette citation de l'écrivain nigérien d'expression anglaise très adulée, chinois, Achebe, voilà. Je cite, un homme qui crée des ennuis aux autres s'en crée aussi à lui-même et à la génération montante. Savoir raison garder pour que le vivre ensemble soit une réalité, une tradition faite pour vous servir. Mesdames, Messieurs, merci à vous pour votre aimable attention et votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour notre plateau avec la même disponibilité. Au revoir.